C'était un mardi soir, vers 20 et 1 heure. J'étais dans ma chambre, profitant d'un moment de solitude bien mérité. 5 années d'émotions refoulées et un profond désir de connexion avaient atteint leur paroxysme. Et dans ce moment de vulnérabilité, j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir. « Maman, c'est Gaé !» Une voix a retenti et mon cœur a fait un bond dans ma poitrine. Surprise, j'ai rapidement recouvert les couvertures, mais c'était trop tard. Dans la pénombre, Gaé m'a vue et s'est figée. J'étais mortifiée, absolument mortifiée. Mais le décor était planté. Quelque chose qui n'aurait jamais dû arriver se déroulait sous mes yeux. « S'il te plaît, Gaé, pars !» ai-je murmuré d'une voix à peine audible. Mais il n'est pas parti. Au contraire, il s'est approché lentement et s'est arrêté juste à côté de mon lit. « Maman, tu es un être humain, » dit-il d'une voix douce, presque tremblante. « C'est naturel de faire des choses. Laissez-moi vous aider ce soir. » Lorsque sa main se posa doucement sur mon épaule, le dernier rempart fragile autour de mon cœur s'effondra. Cette nuit-là, j'ai impulsivement franchi une limite que je n'aurais jamais cru franchir. Le problème, c'est qu'il était le meilleur ami de mon fils. Ce n'était qu'une nuit, un moment de faiblesse et de profonde solitude. Je m'appelle Martha Fig, mais tout le monde m'appelle Elie. J'ai 51 ans cette année. Cela fait 2 longues années que mon mari Arthur est décédé subitement d'une crise cardiaque. Jusqu'alors, il y avait toujours eu Arthur, notre fils Elsie et moi, une heureuse petite famille de 3. Elsie ou Noah, comme nous l'a pu diplôme universitaire et travaillait. Mais il vivait encore à la maison avec nous. Puis, peu de temps après la mort d'Arthur, Noah a obtenu une mutation vers une autre ville. Et puis comme ça, je me suis retrouvée soudainement seule. Même maintenant, quand je repense à ce jour, une profonde douleur m'envahit. Je n'oublierai jamais le choc de cet appel. Arthur était parti travailler comme d'habitude ce matin et à 18 heures, j'ai appris la terrible nouvelle. Il s'était effondré dans son bureau. Je me suis précipitée à l'hôpital, mais c'était trop tard. 58 ans, si jeune, avec tant de vie à vivre. Après les funérailles, seule dans notre maison silencieuse, je pleurais chaque soir jusqu'à m'endormir. Mes amis essayaient de me réconforter, me disant que j'étais encore jeune et belle. « Ellie, avec ta beauté, tu pourrais te remarier n'importe quand. » Ils disaient « Tu ne fais vraiment pas ton âge. Tu pourrais commencer une nouvelle vie. » Mais la réalité était très différente. Peu importe mon apparence de jeune femme, le mur de mes 51 ans était infranchissable. L'idée de chercher une nouvelle relation était intimidante, le jugement social, un lourd fardeau. Il y a eu tant de nuits où j'étais complètement écrasée par cette réalité. Ce qui était pénible, en revanche, c'était d'être seule après 20 heures, surtout dans le calme profond du soir. Les 2 années de désir refoulé me submergent, une douleur physique presque insupportable. Je me souvenais qu'Arthur et moi n'avions pas été ensemble depuis près de 5 ans avant son décès. Il avait souvent trouvé des excuses prétextant ne pas aller bien et avec le recul, je réalise maintenant qu'il devait déjà souffrir de problèmes cardiaques. Je ne savais pas quoi faire des désirs vibrants et indéniables qui pulsaient encore en moi, des désirs inappropriés pour une femme. L'âge, du moins, c'est ce que je pensais. Trouver du réconfort dans ma propre compagnie devint un rituel quotidien. D'abord, j'avais tellement honte, tellement de culpabilité. Mais face à une telle solitude et un tel désir implacable, je suis peu à peu devenue impuissante. Un soir, vers 21 heures, je me suis tenue devant le miroir de la salle de bain à me regarder. Dans la douce lueur de la lumière, mon corps conservait encore sa forme. Une poitrine ferme, une taille fine. Mon visage aussi avait bien résisté au temps. De grands yeux, un nez délicat qui conservait encore une douceur naturelle. J'aurais pu être mannequin pour une publicité de soins de la peau. Je me suis dit « Je suis encore une femme », ai-je murmuré. Pourtant, à peine ces mots prononcés, une vague de culpabilité m'a submergée. Chaque jour était un combat entre mon chagrin pour Arthur et les désirs persistants et indéniables de mon propre cœur. Allongée seule dans notre grand lit, tardant la nuit,
la solitude devenait encore plus vive, pesant sur moi. L'absence d'Arthur était comme un immense gouffre glacial. Le lit était si large et pourtant je n'en occupais que moins de la moitié. L'autre moitié était emplie d'un vide glacial. Parfois, je rêve d'Arthur et ces moments sont d'un réalisme saisissant. Mais le réveil face à la dure réalité était toujours plus dévastateur. Ces nuits-là, je pleurais en silence, enfouissant mon visage dans l'oreiller, laissant les larmes imbiber le tissu. Noah, mon fils, était occupé par son nouveau travail à Atlanta et nous ne nous parlions pas aussi souvent que je l'aurais souhaité. Quand il appelait, c'était généralement un bref. « Salut maman, tout va bien ? Je suis débordée, je te rappelle plus tard. » À chaque fois, je répondais « Oui mon chéri, je vais bien. » Mais intérieurement, je brûlais d'envie de lui dire à quel point la vie était difficile et solitaire. Je ne voulais surtout pas l'accabler. Alors, je gardais tout pour moi. Au fil des jours qui se sont transformés en semaines, je me suis retrouvée assombrée dans une mélancolie sourde. C'était le dernier samedi de septembre, quelques jours avant les vacances d'automne. Noah venait tout juste de déménager à Atlanta. La maison était soudainement d'un silence assourdissant et j'avais du mal à m'y faire. Vers 17 heures, j'ai fini ma douche et j'ai enfilé un fin peignoir de soie. Je ne savais pas pourquoi j'avais pris autant de soin à me laver ce jour-là. J'avais peut-être juste besoin d'un petit remontant, d'un changement d'humeur. La soie beige de la robe de chambre me donnait un teint encore plus clair et j'ai noué la ceinture sans serrer, laissant entrevoir un soupçon de décolleté. Mes deux cheveux étaient encore mouillés, tombant en cascade sur mes épaules et un subtil parfum de rose persistant sur ma peau humide après la douche. Soudain, j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir. J'ai relevé la tête d'un coup et me suis tournée vers le salon surprise. Un homme se tenait dans l'entrée. C'était Gaé qui allait et venait de chez nous depuis près de 22 ans comme un membre de la famille. Il avait dû reprendre sa vieille habitude d'entrer sans prévenir et de trouver la porte déverrouillée. « Maman, je suis vraiment désolée », bafouilla-t-il d'une voix un peu tremblante. La porte était ouverte. J'étais troublée et j'ai rapidement tenté de resserrer ma robe. Mais c'était trop tard. Son regard s'attarda sur ma silhouette et dans ses yeux, j'ai immédiatement vu quelque chose de différent, quelque chose qui n'y avait jamais été auparavant. C'était Gaé, le meilleur ami de mon fils. Mais la façon dont il me regardait maintenant n'était pas celle d'une mère d'amis. C'était le regard d'un homme regardant une femme. Mon cœur se mit à battre la chamade. Étrangement, au lieu de la simple gêne, un frisson particulier me parcourut. C'était comme si la femme que j'avais refoulée pendant si longtemps se réveillait enfin. Gaé était le meilleur ami de Noah depuis le lycée. Ante Hans, il était toujours célibataire et travaillait comme cadre dans une grande entreprise. Il était bien bâti et soigné. Il dormait si souvent chez nous qu'il était vraiment comme un membre de la famille. Depuis son adolescence, j'avais toujours considéré Gaé comme mon deuxième fils. « Gaé, tu dors ici ce soir ?»« Oui, maman, merci. » Nous avions eu d'innombrables conversations comme celle-ci, et il était devenu une partie intégrante de nos vies. Après la mutation de Noah, Gaé n'était pas venu nous voir depuis un certain temps, occupé par sa vie. Il était venu aujourd'hui pour prendre de mes nouvelles, avant les vacances. « Gaé, 1 minute. » Je me suis précipitée dans ma chambre pour me changer. J'ai mis un pull noir et un pantalon beige. En me regardant dans le miroir, mon cœur battait encore la chamade et j'avais le visage rouge. Quand je suis revenue au salon, Gaé était assis sur le canapé, l'air un peu gêné. « Je suis vraiment désolée, maman. Ai-je appelé, mais tu n'as pas répondu. »« Ce n'est rien, Gaé. C'est vraiment bon de te revoir. Tu veux un café ?» J'essayais de faire comme si de rien n'était, mais mon cœur était loin d'être calme. Je sentais ses yeux toujours fixés sur moi. Il paraissait bien plus mu que dans mon souvenir. Ses épaules étaient plus larges et son visage avait des traits plus masculins. Plus que tout, je percevais une étrange émotion dans son regard. Pendant que je préparais le café, mon esprit repassait sans cesse ce moment, la façon dont Gaé m'avait regardé.
Cela faisait si longtemps qu'un homme ne m'avait pas regardé ainsi et j'eus un frisson inattendu. J'étais surprise, mais en même temps, c'était agréable comme redécouvrir un charme féminin que je croyais disparu depuis longtemps. « Maman, tu as l'air si jeune », dit Gaë avec précaution, brisant le silence. Encore plus belle que dans mes souvenirs. Son compliment sincère fit rougeur encore plus intense de mon visage. « Merci Gaë, tu as bien grandi toi aussi. Nous nous sommes engagés dans une conversation un peu maladroite. Gaë a parlé de son travail, posé des questions sur Noah, et je me suis vraiment demandé comment j'allais faire. Tu dois être si seule avec Noah. »« Je suis allée à Atlanta, » a-t-il dit, et j'ai entendu une réelle inquiétude dans sa voix. « Tu sais, tu as raison. La maison est si calme maintenant. Parler avec Gaë, c'est une joie pour moi. Je n'en avais pas fait l'expérience depuis longtemps. Je n'avais pas réalisé à quel point ça pouvait être heureux de asseyez-vous simplement en face de quelqu'un et partager conversation. » Vers 20 et 1 heure ce soir-là, Gaë se leva. « Je dois y aller, maman. »« Désolée de rester si tard déjà. Tu ne peux pas rester dîner. » Les mots m'échappèrent qu'avant que je puisse les retenir. Les yeux de Gaë s'illuminèrent. « Tu es sûre? Bien sûr. Ça fait si longtemps que tu n'es pas venue. » Ce soir-là, je préparais un dîner spécial pour Gaë. Du poulet au quenelle, du pain de maïs et un gratin de haricots verts. C'était délicieux, comme si je cuisinais pour mon propre fils. « C'est délicieux, maman. » Ga dit, mangeait avec un plaisir sincère et cela me remplit d'une fierté discrète. « Mange. Ça doit être difficile de cuisiner pour soi-même quand on vit seul. C'est vraiment ta cuisine m'a manqué, maman. » Ces mots résonnèrent en moi. Après le dîner, alors que je commençais à faire la vaisselle, Gaë insista pour m'aider. Dans la petite cuisine, nos corps se fraient naturellement. À chaque fois, une décharge comme un minuscule courant électrique. Je le sentais aussi. Ses mouvements devinrent un peu maladroits et ses mains tremblaient légèrement. « Maman, » dit-il, d'une voix plus douce que d'habitude, « tu belles. » Sa soudaine confession me prit au dépourvu. Sa voix était plus grave, plus sérieuse. À cet instant, l'atmosphère entre nous changea. Nous n'étions plus seulement la mère d'un ami et l'ami de son fils. C'était comme si nous étions devenus un homme et une femme, pleinement conscients de l'autre. Gaë, je ne savais pas quoi dire. Cette nuit-là, après le départ de Gaël, j'ai eu du mal à m'endormir. Des émotions que j'avais enfouies depuis des années refaient surface. Le regard de Gaë, sa voix, son intérêt évident pour moi. Tout cela me faisait battre le cœur à tout rompre. Je me suis de nouveau tenue devant le miroir et je me suis observée. Comme Gaël l'avait dit, j'avais l'air jeune. Malgré mes 50 ans, je conservais une apparence captivante. « Je suis encore une femme », ai-je murmuré, me sentant attirée par cette nouvelle situation. Mais en même temps, la culpabilité me gagnait. Gaë était mon cher ami, et pour moi, il était comme un second fils. Cette situation était mal, complètement mal. Cela ne devrait pas se produire, vraiment pas. Isque, je me répétais ces mots, mais mon cœur s'emballait déjà ailleurs. À partir de ce jour, Gaël a commencé à venir plus souvent. Au début, c'était environ 1 fois par semaine. « Je m'inquiète pour toi, maman, » dit-il, et j'accueillais ses visites avec joie. Honnêtement, mon cœur s'emballait à chaque fois qu'il venait. C'était quelque chose que j'avais oublié depuis trop longtemps. Parler avec Gaë, c'était comme si je reprenais peu à peu goût à la vie. Il me parlait de son travail, des tendances actuelles, de films ou de séries télévisées intéressants. Pendant 2 ans, j'étais restée la plupart du temps à la maison et tout ce qu'il partageait me paraissait nouveau et passionnant. « Maman, je te l'ai déjà dit, mais tu as vraiment l'air si jeune, » dit Gaë un jour, l'air sincère. « Tu es toujours aussi belle que lorsque j'étais au lycée. » « Non, encore plus. Tu es devenue une femme encore plus magnifique. » Chaque fois qu'il disait quelque chose comme ça, mon cœur s'épanouissait comme un jardin. C'étaient des compliments que je n'avais pas entendus depuis une éternité. Sans m'en rendre compte, j'ai commencé à faire plus d'efforts pour me préparer à ces visites. Je choisissais une jolie tenue. Je me maquillais avec plus de soin et je mettais même un peu de parfum.
Gaël lui aussi a commencé à me montrer des émotions différentes. Ses attitudes n'étaient plus celles de la mère d'une amie, mais celles d'un homme qui interagit avec une femme. Quand je lui servais du café, nos mains se frottent parfois et cette sensation familière de électricité me parcourait. Je remarquais aussi que la main de D tremblait légèrement. Un soir, Gaë est arrivé plus tard que d'habitude, vers 21h. Le travail avait duré tard, mais je suis passée à l'épicerie et je pouvais voir la profondeur de ses sentiments lorsqu'il me regardait. Un dimanche après-midi, Gaël arriva plus tôt que d'habitude. « Maman, je veux passer toute la journée avec toi aujourd'hui. » Ces mots étaient empreints d'un désespoir profond. Je commençais à me sentir mal à l'aise. « Gaë, il faut qu'on parle. » Nous nous assîmes sur le canapé du salon, prêts pour une conversation sérieuse. « Je suis la mère de ton ami, et j'ai 22 ans de plus que toi. Ça n'a pas d'importance. Maman, je t'aime vraiment. » Je vis la sincérité dans les yeux de Da. Je savais que son amour était réel et cela me brisait le cœur encore plus. « Mais qu'en est-il de Noé, mon fils, ton ami? Qu'en penserait-il? »« Noé voudrait que tu sois heureuse, maman, » affirma Gaë avec certitude. Mais je n'y croyais pas. L'idée que Noé découvre la vérité était terrifiante. Plus que tout, je m'inquiétais pour l'avenir de Gaë. Il n'avait que 39 ans, encore si jeune. Allais-je gâcher sa vie en m'engageant avec une femme plus âgée comme moi? Gaë, tu es encore jeune. Tu devrais rencontrer une bonne femme, te marier, avoir des enfants et vivre une vie normale et heureuse, n'est-ce que pas? Tu es plus précieuse à mes yeux que tout ça, maman. L'entendre dire cela m'a brisé le cœur. Ce garçon que j'avais vu grandir, était-il en train de renoncer à une vie normale à cause de moi? Je considérais vraiment Gaël comme mon fils, et la culpabilité de potentiellement compromettre son avenir était immense. Cette nuit-là, Gaë m'aimait avec un désespoir plus fort que jamais, comme s'il exprimait de tout son corps qu'il ne voulait pas me perdre. Mais même blotti dans ses bras, mon esprit était rempli de pensées complexes. « Tu sais, ça ne devrait pas arriver », me disais-je. Pourtant, je n'arrivais pas à me résoudre à m'éloigner de lui. Je me retrouvais incapable d'imaginer une vie sans Gaël. Mais je savais aussi que cette relation ne pouvait pas durer. Quelques jours plus tard, Gaël aborda un sujet encore plus concret. « Maman, viens vivre avec moi. » Pas officiellement mariée, mais Gaë, je suis sérieux. Je ne peux pas vivre sans toi. Son appel désespéré me parvint, mais je ne répondre. Le mur de la réalité était tout simplement trop haut. Puis un jour, alors que notre relation s'approfondissait, Gaë m'annonça une nouvelle bouleversante. « Maman, j'ai été muté à l'étranger pour le travail, » dit-il, l'air abattu. « C'est une mission de 2 ans. Je dois aller à l'antenne de Singapour. » Je restais sans voix. Quant à la fin du mois prochain, il ne nous restera plus qu'un mois, cette nouvelle soudaine m'a complètement bouleversée. Gaë ressentait la même chose. « Maman, viens avec moi », a-t-il proposé avec ferveur. « Singapour est un endroit merveilleux. Nous pourrions y recommencer une nouvelle vie, mais j'avais déjà pris ma décision. Je ne pouvais pas simplement tout abandonner et partir. La vérité, c'est que je me tourmentais à propos de notre relation depuis un certain temps. Je savais qu'il était temps d'y mettre fin. « Gars, besoin de temps. Réfléchis-y bien, s'il te plaît. » Le désespoir transparaissait dans la voix de Gaë. Cette nuit-là, après le départ de Gaë, je n'ai pas pu dormir. D'un côté, je pensais que c'était peut-être l'occasion idéale pour nous de nous séparer. Cela me semblait la meilleure chose à faire pour mettre fin à notre relation et prendre des chemins différents. Mais d'un autre côté, l'idée de perdre Gaë me brisait le cœur. C'est lui qui avait apaisé mes 2 années de solitude et qui m'avait fait revenir femme. Il était précieux pour moi. Quelques jours plus tard, Noah a appelé. « Maman, comment vas-tu? J'ai entendu dire que toi et Gaë vous voyez beaucoup ces derniers temps. » Mon cœur s'est serré, comment le savais-tu? Ga me l'a dit. Il a dit qu'il prenait souvent de tes nouvelles parce qu'il s'inquiète de ta solitude. C'est un bon ami, n'est-ce que pas? Heureusement, Noah semblait complètement ignorant de tout le reste. À ce moment-là, ma culpabilité s'intensifia. J'étais soulagée que Noah ne l'ait pas découvert, mais la pensée qu'il puisse le découvrir un jour persistait.
Le départ de Gaë étant prévu dans moins d'1 mois, je fus plongée dans une profonde contemplation. Chaque soir, je repassais en boucle les mêmes pensées. D'un côté, je croyais qu'il était juste de mettre fin à la relation à cette occasion. Notre relation n'était pas faite pour durer. La différence d'âge de 22 ans, le regard de la société et surtout ma relation avec Noah, tout bien considéré. Je savais que nous séparer était le choix le plus sage. Un samedi soir, Gaë fit sa dernière tentative pour me persuader. « Maman, c'est ma dernière chance. S'il te plaît, viens avec moi. » Les larmes lui montèrent aux yeux. Qu'y a-t-il de si bien à rester ici, à être tout seul et si seul? Gaë, merci, merci beaucoup, dis-je d'une voix calme mais ferme. Mais nous devons en rester là, tu le sais, n'est-ce pas? Maman, l'amour ne fait pas tout. Il faut accepter la réalité. Gaë essaya de s'accrocher, mais ma détermination était inébranlable. Gaël, tu es encore jeune, tu as ta vie et j'ai la mienne, mais c'est le meilleur choix pour nous tous. Ce soir-là, Gaë serra ma main une dernière fois. Tu dis vraiment non? Oui, je le dis, répondis-je fermement. Mon cœur se serra en voyant ses épaules trembler, mais il n'y avait pas de retour en arrière possible. Ma décision était prise. Quelques jours plus tard, je pris du temps pour moi. J'ai ressorti les vieilles photos d'Arthur et je suis restée longtemps plongée dans mes pensées. Arthur, mon chéri, j'espère que je fais le bon choix. Sur la photo, Arthur souriait. À cet instant, j'ai ressenti une profonde certitude. Mettre fin à tout cela était la meilleure solution pour nous tous. Le jour du vol de Gaë pour Singapour arriva. J'ai décidé de ne pas l'accompagner à l'aéroport. Je pensais que ce serait mieux pour nous deux. La veille de son départ, Gaë est venue chez moi une dernière fois. « Maman, je suis juste venue te dire au revoir. » Sa voix était calme, mais ses yeux laissaient encore transparaître une pointe de tristesse. « Gaë, prends soin de toi. Rencontre quelqu'un de merveilleux dans ta nouvelle maison et vise une vie heureuse. Prends soin de toi aussi, maman. Et merci pour tout. » Nous n'avons pas dit grand-chose de plus. Tout avait déjà été dit et réglé. Le lendemain, Gaë est partie pour Singapour. J'ai passé toute la journée tranquillement à la maison. J'étais triste, mais en même temps, un sentiment de soulagement m'a envahi. J'étais certaine d'avoir pris la bonne décision. Quelques jours plus tard, je me suis inscrite à des cours à l'université locale. J'ai décidé de suivre une formation de professeur de yoga. C'était un domaine qui m'avait toujours intéressée et je sentais que je pouvais aider les autres. Lors de mon premier cours, j'ai vu beaucoup de personnes plus âgées que moi. Il n'est pas trop tard, me suis-je dit. Quelques mois plus tard, j'ai obtenu ma certification de professeur de yoga et j'ai commencé à donner des cours dans un petit studio de yoga. Je voulais utiliser mon expérience pour donner confiance à d'autres femmes qui pourraient bien se trouver dans des situations similaires. Un jour après un cours, une élève m'a abordée. « Professeur, vous êtes vraiment belle. » Elle a dit, « Vous avez un charme qui défie de l'âge. » Chaque fois que j'entendais des mots comme ça, j'étais envahie par la fierté. Mon expérience avec Gaë, aussi compliquée fut-elle, m'avait aidée à retrouver confiance en moi. 6 mois plus tard, Noé est rentré chez lui pour des vacances. « Maman, tu as tellement changé !» s'exclama-t-il. « Tu as l'air tellement plus rayonnante !» Je souris à mon fils. « Ta maman vit une nouvelle vie. Je suis vraiment heureuse. » Après le décès de papa, je m'inquiétais tellement de te voir si triste. Un soulagement sincère était évident dans ma voix. 1 an plus tard, j'ai ouvert mon propre studio de yoga. C'était un petit espace que j'ai appelé « Nouveau départ ». Le jour de l'ouverture, un bouquet de fleurs est arrivé. La carte disait « Félicitations pour ce nouveau départ, Dani ». À ce moment-là, j'ai su que nous étions tous épanouis, chacun sur son propre chemin. Avec le recul, c'était un chemin vraiment risqué que j'ai emprunté. Avoir ce genre de relation avec l'ami de mon fils était en une erreur en soi.